des poulets et des boîtes de tomates de mauvaise qualité saisies par la police nationale. Cela s'est passé aujourd'hui même à la gare de l'Est de Ouagadougou. Les propriétaires de la marchandise, eux, ont pris la poudre d'escampette, mais les autorités rassurent qu'ils seront retrouvés. Et qu'en est-il de la qualité des repas servis dans nos restaurants? Le constat est que dans ces restaurants, les conditions d'hygiène restent souvent à désirer, des conditions d'hygiène à vous couper l'appétit. Malheureusement, les habitués de ces lieux ne s'en rendent pas toujours compte. Dans l'actualité également, l'association des municipalités du Burkina Faso tient son 6e congrès ordinaire à Ouagadougou. Au centre de la réflexion à ce congrès, le rôle et la place des communes dans la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. Voilà qui fait la une de votre journal sur la RTB. Bonsoir et merci de nous suivre. Ce vendredi, la police nationale a mis la main sur une importante quantité de produits avariés à la gare de l'Est de Ouagadougou. Il s'agit notamment du poulet importé et des boîtes de tomates dont on ignore encore la provenance. Les propriétaires de la marchandise, eux, ont pris la clé des champs. Les autorités présentes sur les lieux rassurent que tout sera mis en œuvre pour les retrouver et les produits seront incinérés. Moussa Ouedraogo, Nathalie Sawadou, Nabaloum. Dans l'arrière-cour d'un restaurant huppé de Ouagadougou, la première chose qui attire notre attention, c'est le puits qui sert à recueillir les eaux usées. Dans un état lamentable et en proie aux mouches, il est juste à 3 mètres du lieu où l'on conçoit le zomcom et autres jus. Un endroit également dans un état inqualifiable. Juste à côté de ces lieux, il y a la cuisine proprement dite. On peut ainsi voir cette sauce apparemment succulente côtoyer les flaques d'eau et autres déchets de la cuisine. La gestion des eaux usées là, c'est pas facile. On essaie, mais c'est pas facile parce que chaque semaine il faut vider. Même avec les voisins, c'est pas facile. Interpellés pour la seconde fois, les agents du service d'hygiène donnent à la responsable des lieux une convocation et cette fois-ci avec un avertissement. Si elle ne répond pas à la 3e convocation, à la 4e convocation, on peut prendre 2 bouteilles de gaz pour handicaper l'activité. On handicape l'activité, on contraint la personne vient nous écouter, on s'accorde sur les délais, on revient voir les conditions initiales. S'il y a une amélioration dans le sens de ce que nous voulons, on restitue le matériel de travail. Constat assez similaire dans cette gargote où l'on vend principalement de l'attiéké poisson. Les mouches ont juste 3 mètres à parcourir entre la poubelle et le lieu de cuisson des aliments. C'est également la même distance qui les sépare du plat du client. Et concernant la cuisine, on peut constater ici que les poissons sont cuits dans de l'huile aussi sombre que du goudron. Nous priorisons vraiment la sensibilisation. Nous communiquons beaucoup avec nos tenanciers. Mais si nous sensibilisons 1 fois, 2 fois, 3 fois et qu'on constate qu'il n'y a pas de changement, nous sommes vraiment obligés de sévir. Et la sanction suprême peut aller jusqu'à la fermeture du restaurant, associée à des amendes. Toutefois, au-delà de la quête du profit, il y a des restaurants qui se soucient du bien-être de leurs clients. Les services d'hygiène invitent à cet effet les populations de vigilance dans le choix de leurs restaurants. Voilà, vous venez de suivre donc le reportage sur la qualité des repas servis dans nos restaurants, leur préparation qui ne se fait pas toujours dans le respect des règles de l'art. Et le phénomène est constaté depuis les restaurants les plus huppés à ceux au standing moyen en passant par les restaurants par terre. Nous reviendrons donc sur cette saisine des produits avariés à la gare de l'Est de Ouagadougou au cours de cette édition. Autre point de l'actualité, la procureure du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou réagit face à la recrudescence de l'incivisme routier constaté ces temps-ci. On apprend d'elle que les mauvais agissements des usagers dans la circulation peuvent avoir une qualification pénale. Et Maïsa se remet de mettre en garde tous ceux qui, de façon délibérée, portent atteinte à l'intégrité physique des forces de sécurité. Une de nos équipes l'a rencontrée ce matin pour en savoir davantage, Nongba Kouda et Olopoda. Non-respect des feux tricolores, excès de vitesse, refus d'obtempérer, bref, la liste des cas d'incivisme dans la circulation routière à Ouagadougou est longue. Et ces derniers temps, ce sont les forces de sécurité qui sont devenues la cible de certains usagers de la route.
Dernier exemple en date, celui de l'assistant Oumarou Zongo, renversé par un automobiliste en fuite pour refus de marquer un arrêt à un feu rouge. Une situation qui fait réagir le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Nous avons instruit la police judiciaire qu'en cas de commission de ces infractions, que les personnes nous soient déférées. Et effectivement, les gens nous ont été déférés. Ils sont poursuivis, certains pour des faits de refus d'obtempérer, de coups et blessures volontaires, certains pour des faits de défaut d'assurance, de défaut de visite technique et bien d'autres infractions. Ils sont déférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou en attente de leur jugement. Ceux qui sont poursuivis pour des cas de tentative de meurtre, une instruction est ouverte dans un cabinet d'instruction. C'est dire que les mauvais agissements des usagers ont une qualification pénale. Et pour chaque infraction, le code pénal a prévu des sanctions. En cas, par exemple, d'infraction de coups et blessures volontaires, les peines peuvent aller de 2 mois à 2 ans de prison ou de 2 à 5 ans de prison avec une amende allant de 50 000 à 600 000 ou 600 000 à 1 500 000 francs. Et en cas de meurtre, l'emprisonnement peut être à vie. Pour le délit de fuite, la peine va de l'emprisonnement de 1 mois à 1 an, d'une amende de 50 000 à 300 000 francs ou l'une de ces peines. Le défaut de permis de conduire va de 15 jours à 6 mois d'emprisonnement, une amende de 25 000 à 150 000 francs ou l'une de ces peines. C'est dire que le législateur a tenu à sanctionner ces comportements pour que nous soyons plus regardants en matière de circulation routière. Loin d'être un simple effet d'annonce, Madame le procureur du Faso se veut on ne peut plus clair. Tous ceux qui vont choisir de manière délibérée de porter atteinte à l'intégrité physique des forces de sécurité devront s'expliquer devant la loi. Voilà, on nous signale que le lema est prêt. Je vous le disais au début de cette édition, ce vendredi, la police nationale a mis la main sur une importante quantité de produits avariés à la gare de l'Est de Ouagadougou. Il s'agit notamment des poulets importés et des boîtes de tomates dont on ignore encore la provenance. Les autorités présentes sur les lieux rassurent que tout sera mis en œuvre pour les retrouver et les produits seront incinérés. Moussa Ouedraogo, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Une trentaine de tonnes de poulets saisies par la police nationale. Ici, à la gare de l'Est, ce sont 10 tonnes qui sont stockées dans ce magasin, non loin des toilettes. Le reste de la saisie, environ 20 tonnes, a été convoyé par les forces de police dans les locaux de la brigade anticriminelle. Informé, le ministre d'État a fait une descente sur le terrain pour constater les faits. Pour lui, tout serait parti d'un contrôle de routine de la police nationale sur l'axe Ouaga-Fadangourma. Deux des policiers de chez nous qui étaient en faction sur la route centrale en train de réglementer la circulation ont vu 2 véhicules d'immatriculation étrangère. Ils ont sifflé là et ne se sont pas arrêtés. Et ils les ont poursuivis et ces 2 véhicules-là sont venus entrer ici et les chauffeurs se sont évanouis dans la nature. Bon, donc, ils ont cherché à savoir ce qui était dans les véhicules et c'est là qu'on a trouvé le poteau rose des véhicules transportant des poulets congelés qui vraisemblablement sont de même nature que cette autre marchandise qui a été interceptée il y a quelques jours sur la route de Pau. Des boîtes de tomates périmées et des huiles reconditionnées ont été également saisies. On ignore pour l'instant la provenance de ces poulets, les propriétaires ayant pris tout simplement la clé des champs. Depuis un certain temps, nous voyons que c'est très récurrent. Nous recevons de la viande impropre à la consommation, d'origine inconnue, c'est totalement flou, et même d'aspect nauséabond. Parce que, donc ça fait que depuis un certain temps, c'est que nous avons d'abord pris comme mesure de précaution, nous les saisissons avec en tout cas l'appui des forces de défense et de sécurité, que nous les interceptons et nous procédons à l'incinération.
Et je crois qu'il faut maintenant que nous puissions faire agir les mesures, les dispositions qui sont en la matière pour punir ceux qui le font. C'est criminel que de savoir que des produits sont impropres à la consommation et de les amener quand même pour avoir l'argent coûte que coûte. C'est criminel et ça doit être traité comme tel. Appel de notre part, mais aussi de la part de vous autres qui êtes des communicateurs, mais aussi la part des consommateurs, des citoyens tout court, une très grande vigilance et une très grande sévérité dans le contrôle. Le ministre d'État a loué la bravoure des policiers et leur a promis que l'État burkinabé leur sera reconnaissant. En attendant, des enquêtes sont en cours pour trouver les coupables et les traduire en justice. Retour à présent sur la visite du président du Faso en Guinée équatoriale. Dans la capitale Malabo, Roch-Marc Christian Kaboré a visité plusieurs infrastructures avec son homologue équato-guinéen. Le président du Faso a aussi procédé à l'inauguration du projet Alba B3. Il s'agit d'un champ de production de gaz naturel dans le golfe de Guinée. On voit tout cela avec Jean Zongo et Frédéric Etienne Bastenga. Roch-Marc Christian Kaboré et Théodoro Obiang-Nguema Mbasogo lancent Alba B3. Alba B3 est un nouveau projet qui fait partie du champ Alba, un des plus grands champs producteurs de pétrole et de gaz naturel dans le golfe de Guinée. D'une capacité de 320 millions de barils de pétrole, Alba B3 est un complexe qui compte aussi des terminaux et des installations d'exportation pour 5 différentes sortes d'hydrocarbures liquides. En compagnie de son homologue équato-guinéen, Roch-Marc Christian Kaboré a visité ce complexe. Durant son séjour en Guinée équatoriale, le président du Faso a visité Sipopo, la cité de l'Union africaine. Bâtie sur une superficie de 3 320 mètres carrés, Sipopo a abrité le 23e sommet de l'Union africaine. Elle est faite de 52 complexes ultramodernes et chaque complexe porte le nom d'un pays du continent. Le président du Faso a pu aussi remarquer que la salle de conférence internationale a été construite en seulement 5 mois. Le président du Faso s'est également rendu au parc national de Malabo. Construit sur 870 000 m² et implanté dans une zone nouvellement aménagée de Malabo, le parc est un chef-d'œuvre et la beauté du paysage rime parfaitement avec les nombreux espaces de loisirs. Vu un tel parc dans un pays africain, je dois dire, nous impressionne. Il nous impressionne parce que nous trouvons que c'est quelque chose d'exceptionnel. D'avoir un parc qui allie en même temps la nécessité de renforcer la culture du pays en montrant aux Équato-Guinéens et à tous les visiteurs quelles sont les richesses de ce pays au plan culturel, mais également qui permet également un échange d'expériences entre les cultures, puisqu'il y a également des zones qui sont réservées pour d'autres pays qui souhaitent faire des expositions, de pouvoir le faire. Au plan, je dirais, de la végétation, au plan des rivières qui coulent dans ce parc, on voit qu'il y a un travail important qui est fait et que les enfants également ont leur place. À l'issue de toutes ces visites, le président du Faso a félicité son homologue pour toutes ces réalisations qui montrent qu'en Afrique, on peut réaliser des infrastructures qu'on voit habituellement sur d'autres continents. Le gouvernement burkinabé ne connaîtra pas de vacances pour l'année 2016. D'ailleurs, ce vendredi, il y a eu conseil de ministres au palais de Kosiam. Le conseil qui a adopté un décret portant création d'emplois à l'université Joseph Kizerbo et nomination d'enseignants du supérieur. D'autres décrets ont été adoptés sur le conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation et sur la création de l'hôpital du district de Bordogo. Plus de précisions avec Jean Zongo et Mounira Keri. Pas de vacances pour le gouvernement, des dossiers prioritaires sont en cours. L'annonce est faite par le porte-parole à sa sortie du Conseil des ministres de ce vendredi 19 août. Le gouvernement continue de travailler. Donc nous avons des dossiers qui concernent notamment le suivi de la campagne agricole. Nous avons des dossiers en ce qui concerne notamment la gestion des inondations. Et donc le gouvernement continue de travailler. Il n'y a pas de vacances pour l'instant.
Sur la table de cette session du Conseil des ministres, le dossier de l'hôpital du district de Borgo. Le Conseil a adopté un décret portant création du dit hôpital. Son ouverture est fixée pour le dernier trimestre de l'année 2016. Dans les catégories des établissements publics de santé, cet hôpital du district là donc va absorber le CMA du secteur 30. En ce qui concerne notamment les délais d'ouverture, il apparaît qu'il y a un certain nombre de retards, mais le président du FASO a donné des instructions pour que cela puisse se faire dans le dernier trimestre donc, de cette année 2016. Le Conseil a par ailleurs adopté un décret portant régime indemnitaire applicable aux membres et personnels du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Ce sont des décrets qui sont proposés en application de l'article 24 de la loi qui régit le Hkouroun et qui vont permettre donc à cette haute autorité-là de pouvoir fonctionner convenablement. Le décret portant création d'emplois à l'université Joseph Kizerbo et nomination d'enseignants dans les emplois de professeurs titulaires, de maîtres assistants et de maîtres de conférences est adopté par le Conseil. Il en est de même du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation. Page entretien de cette édition, nous recevons la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Madame Laure Sangoyen. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Madame Bienvenue Kaori. sur notre plateau. Alors on apprend que le gouvernement n'ira pas en vacances. Comment déjà vous vivez cela, cette décision du Conseil des ministres? Merci. Le gouvernement n'ira pas en vacances, mais je crois que c'est pour des préoccupations très réelles et fondées. Et alors nous sommes prêts à rester pour cette période pour faire avancer les dossiers et nous avons aussi des dossiers en urgence. D'accord. Alors, avec vous, il sera principalement question de la prise en charge des victimes des dernières inondations au Burkina Faso. Il y a quelques semaines, vous étiez là pour un premier bilan. À ce jour, quel est le bilan des personnes et des familles qui sont touchées? Merci Madame Kaoré pour cette occasion que vous me donnez à nouveau de pouvoir communiquer sur la situation des inondations au Burkina Faso, qui est un sujet d'ordre national. Je dirais que de mon dernier passage à aujourd'hui, au total, nous avons 10 régions qui sont très affectées par les inondations, à savoir la région de la boucle du Moun, des cascades, du centre, centre-ouest, centre-nord, l'est, les hauts bassins, le nord, le Sahel et le sud-ouest. Et pour ce qui de ces 10 régions, nous avons 4 régions qui sont fortement affectées par ces inondations, à savoir la région du centre-ouest, de la boucle du Mouhoun et de l'est. Et qu'en est-il du nombre approximatif peut-être et du nombre de personnes donc touchées par ces inondations-là? Est-ce qu'il y a des chiffres? Oui, nous avons des chiffres. Nous avons au total 28 864 personnes sinistrées. De ces 28 864, nous avons 8 000 personnes sinistrées sans abri qui ont été relogées dans les écoles, les centres de formation, les familles d'accueil et j'en passe. Et nous avons également 800 enfants qui sont avec leurs parents dans situation de sinistre. Nous avons 400 femmes enceintes, 800 femmes allaitantes et 700 personnes âgées. Et qu'en est-il de l'ampleur des dégâts matériels? Bon, avant de parler de dégâts matériels, nous allons parler de pertes en vies humaines. Nous avons à ce jour enregistré au total 18 personnes décédées. Et je saisis l'occasion que vous m'offrez pour présenter aux familles éplorées les condoléances du gouvernement. Et nous avons également, à côté de ces pertes en vies humaines, en termes de dégâts matériels, nous dénombrons 3000 maisons détruites, 12 écoles endommagées, 413 greniers emportés par les eaux, ce qui nous donne une estimation de 255 tonnes de vivres perdus. Nous avons aussi 26 000 animaux et volailles qui sont morts suite à ces inondations. Voilà ce que nous pouvons dire de la situation humaine, perte en vies humaines et de la situation des dégâts matériels. Et nous pouvons estimer le coût global
de prise en charge de ces cas d'inondation à 278 millions de francs CFA, ce qui est réparti en vivres et en matériel de survie. Et concrètement, quelle est la réponse du gouvernement au profit donc de toutes ces personnes qui sont touchées par les inondations? Bon, je dois dire qu'avant tout propos, et face à ces inondations, le CONASUR procède à l'évaluation rapide pour avoir une idée globale des personnes touchées, au recensement des victimes, au recensement des ménages touchés, au relogement des personnes sans abri, à l'évaluation des dégâts, à l'estimation des besoins d'urgence, ce qui permet donc de voir comment procéder à la prise en charge. Bon, pour ce qui est de la situation, bon, je crois que le chef de l'État, son Excellence le président Roch-Marc Christian Kaboré, a eu à effectuer une visite sur le terrain. Et à la suite de cette visite, les actions que nous poursuivons consistent à la poursuite de l'assistance en vivres et en matériel aux personnes sinistrées et à reloger dans les meilleurs délais les personnes sinistrées. Je crois que lors de sa visite, son Excellence le président du FASO, le président Roch-Marc Christian Kaboré, a donné des instructions fermes aux maires et aux services techniques de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse prendre en charge le relogement adéquat des personnes sinistrées. Nous avons aussi la réhabilitation des infrastructures dans les meilleurs délais. Et pour cette mission, vous avez dû remarquer que c'était une sortie où certains ministres des collègues ont accompagné le chef de l'État. C'était pour justement toucher du doigt les réalités et voir quelles sont les dispositions urgentes à prendre en matière d'infrastructure, en matière d'accès à l'eau potable pour les sinistrés. Et justement, j'allais poser la question, quand le président du FASO s'est rendu effectivement sur le terrain, au nombre des préoccupations soulevées par les sinistrés, il y a le problème d'eau potable. Est-ce qu'il y a un début de réponse déjà? Oui, pour ce qui concerne la prise en compte de cette préoccupation, il y a un début de solution et le ministre en charge de l'eau et son équipe prennent les dispositions pour que dans les zones, il puisse y avoir de l'eau potable accessible aux sinistrés. Des polytanks seront mis là où on n'a pas de source d'eau potable très proche, mais la question est une question prioritaire pour le moment. Alors, Madame la Ministre, on va terminer avec cette question sur les zones inondables. Et jusqu'à l'heure actuelle, des gens y sont installés. C'est dire que l'année prochaine, ils risquent encore de subir les inondations. Qu'est-ce que le gouvernement envisage pour mettre un terme à ce qu'on pourrait qualifier à ce phénomène qui revient chaque année? Merci, c'est vrai, c'est un phénomène qui revient chaque année. Et je crois que c'est une réponse globale que nous devons apporter à cette préoccupation. Mais je dois rappeler que le chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, a bien précisé que des mesures seraient prises pour que les zones inondables ne soient plus occupées. Et également, nous avons aussi, en termes de perspective, l'appui aux collectivités dans l'élaboration ou la mise en œuvre du schéma d'aménagement et des plans d'occupation des sols. Il y a certaines communes qui en disposent déjà et d'autres pas encore. Donc, ça sera l'appui à l'élaboration ou à la mise en œuvre. Nous avons aussi la mise en œuvre du plan multirisque de préparation et de réponse aux catastrophes. Donc, à ce niveau, des dispositions sont prises, mais je saisis cette occasion pour lancer un appel à ce que vraiment tout Burkinabé qui se trouveraient dans ces zones inondables puissent vraiment quitter ces zones et que nous puissions faire en sorte que la bande rouge qui avait été délimitée en 2009 lors de l'inondation du 1er septembre 2009, que cette bande rouge-là soit respectée et que les gens ne s'installent pas. Donc un cri de cœur parce que cela frôle un peu de l'incivisme, je dois le dire, parce que l'État ne peut pas avoir les moyens
pour reloger chaque année des personnes sinistrées. Donc il faut que nous puissions anticiper pour éviter qu'une partie de la population se retrouve dans cette situation inconfortable. Voilà qui est bien dit. Merci Madame la ministre d'être passée sur notre plateau pour toutes ces informations. Dans l'actualité également, l'Association des municipalités du Burkina Faso tient son 6e congrès ordinaire à Ouagadougou. Au centre de la réflexion à ce congrès, le rôle et la place des communes dans la mise en œuvre du PNDES, le Plan national de développement économique et social. C'est aussi un cadre pour les nouveaux élus locaux d'échanger sur les objectifs et le mode de fonctionnement de leur association. Salifou Belem et Yarkiteda. De ces activités en novembre 2014, l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina, reprend du service avec son 6e congrès ordinaire. Pour cette reprise, les élus locaux ne seront pas seuls. Ils sont soutenus par le gouvernement avec le Premier ministre en tête, mais aussi par le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale est venu apporter son soutien aux acteurs du développement local. D'importantes questions seront débattues après environ 2 années d'inactivité. Il s'agit assurément d'une tribune idéale de concertation et de partage d'expériences sur la décentralisation et d'un cadre adéquat d'appréciation des enjeux futurs. Ainsi, les objectifs et le mode de fonctionnement de l'AMBF, de même que le bilan des 3 dernières années, seront passés en revue. Ce rendez-vous donne également l'occasion aux élus locaux de relire les textes et de mettre en place un nouveau bureau de l'association. Les maires veulent être en phase avec les populations en s'appropriant les concepts de développement mis en place par le gouvernement, d'où le thème « Rôle et place des communes dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS ». C'est l'occasion pour eux de prendre connaissance de ce nouveau référentiel et chacun, lorsqu'il va retourner dans sa commune et dans le cadre de l'élaboration du plan communal de développement, pourra tenir compte de ces grands axes du PNDS. À ce 6e congrès, les questions de l'aménagement du territoire et du développement en général seront abordées avec les ministères concernés et l'ensemble des partenaires qui accompagnent les collectivités territoriales. Les universitaires et experts associés du mouvement du peuple pour le progrès sont également réunis à Ouagadougou pour leur convention nationale. Ils mènent la réflexion sur la configuration du système éducatif au Burkina Faso. L'ambition est que ce système éducatif soit en phase avec les défis du développement du pays. Sur l'ouverture de la rencontre, le reportage de Roger Kam et Frédéric Etienne Bassenga. Les universitaires et experts du mouvement du peuple pour le progrès recherchent les voies et moyens pour redorer le blason du système éducatif burkinabé. Guidés par la conviction que le développement n'est possible que si le système éducatif est performant, ils vont, à travers des communications et réflexions, proposer une thérapie au mal du système éducatif burkinabé. Et sur leur capacité à proposer des solutions innovantes, le président par intérim du MPP n'a pas de doute. Aujourd'hui, nous devons nous rendre à l'évidence que notre système éducatif est véritablement malade. Nous avons la lourde responsabilité de le reconstruire sur de bonnes et solides bases, selon notre propre vision, quoi qu'il nous en coûte. La jeunesse burkinabé attend de vous. La jeunesse burkinabé veut accéder à des offres de formation diversifiées de qualité. Nos universités ne doivent plus être des murs de lamentation ou une chaudière en ébullition du fait de la clochardisation continue des différents acteurs. Camarades, vous avez rendez-vous avec l'histoire, nous avons rendez-vous avec l'histoire pour solder les comptes de notre système éducatif grâce au fruit de vos réflexions que je souhaite fécondes, opportunes et prometteuses. Pour Salif Diallo, il n'y a plus de place pour le doute et le tâtonnement. Le Burkina doit réfléchir par lui-même afin de sortir des sentiers battus.
Actualité en bref avec cette triste nouvelle. L'église famille du Burkina Faso est en deuil avec le décès ce vendredi de Monseigneur Jude Bikaba, évêque de Dédougou. L'évêque de Dédougou était atteint d'un cancer des os et avait été évacué en France depuis le début de l'année pour des soins qui auront été finalement vains. C'est le 1er octobre 2005 à la cathédrale Sainte-Anne de Dédougou que Jude Bikaba avait été intronisé. Il était le deuxième évêque de Dédougou après Monseigneur Zéphirin Toé, admis à la retraite et décédé lui aussi en novembre 2013. Bientôt, des entités dénommées éco-villages verront le jour au Burkina Faso. Un éco-village est un village qui se développe en alliant économie et écologie. Un comité a été mis en place par le ministère en charge de l'environnement pour réfléchir sur la création de ces villages au nombre de 2000. La toute première session de ce comité s'est tenue ce vendredi à Ouagadougou, Nongbakuda, Abdoul Rasmane Zongo. Promouvoir la démocratie et le développement durable à la base, en faisant la corrélation entre écologie et économie, c'est l'ambition affichée par la création de 2000 éco-villages. Explication. L'éco-village, c'est la transformation d'un village pour permettre aux populations qui y vivent d'accéder à l'ensemble des outils de développement tout en faisant le lien entre écologie et économie. Tout ce qui serait investi dans ce village doit tenir compte de l'écologie, que ce soit en eau, que ce soit en agriculture, que ce soit en énergie. Cela va amener les populations à être fixées, à ne plus se déplacer forcément vers les grandes villes. En attendant, les experts de l'administration publique et de la société civile ici à l'image sont chargés de baliser le terrain, d'examiner et de valider le projet de cadre conceptuel devant aboutir à la réalisation de ces éco-villages. Voilà, on s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée en compagnie de la RTV.